je vais aussi vous projeter le jam. Donc voilà, nous avions traité dans un premier temps l'annale de l'année 2017 où nous avions établi le bilan fonctionnel, puisque c'était le but, hein, d'accord. On avait auparavant identifié les problématiques de créance client à l'actif circulant du bilan et de disponibilité. Et par la suite, nous avions donc établi le bilan fonctionnel, donc identifié les ressources et les emplois, qu'ils soient stables ou circulants, et on avait pu donc en déduire le besoin, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement. Je suis obligé de m'arrêter à chaque fois puisque il y a des arrivants en retard. Nous en avions déterminé le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Ici, où on avait un besoin qui était couvert par le fonds de roulement, puisque le besoin était de 24 000 € et le fonds de roulement de 800 €, ce qui laissait une trésorerie pour l'entreprise de 800 €. Malgré tout, j'avais indiqué que même si la situation ici de l'entreprise n'était pas inquiétante, puisqu'on restait avec une trésorerie, on restait avec un fonds de roulement qui couvrait le besoin, et donc, par déduction, il nous restait une trésorerie qui était positive. Malgré tout, si on avait dû comparer avec l'année précédente, on aurait pu remarquer une dégradation de cette trésorerie. C'est ce qu'on avait d'ailleurs noté quand on avait comparé les chiffres de trésorerie, puisqu'on avait indiqué que la trésorerie avait baissé de plus de 65%, quelque chose comme ça, de plus de 62% en baisse, hein, au niveau de la trésorerie. Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant regarder l'annale, voilà, l'annale 2018, donc qui est tombée. Je vous avais identifié les parties qu'il fallait traiter, puisque on avait l'état de synthèse, on avait le bilan, mais on avait aussi le compte de résultat. Certaines données étaient issues du compte de résultat et d'autres questions portées sur le bilan, ce qui était le cas de la question 2, 3, 6 et 7. Donc on va répondre prioritairement à ces questions-là aujourd'hui, et puis quand on aura l'occasion de retraiter la partie compte de résultat et surtout solde intermédiaire de gestion, les SIG, on reviendra sur les questions 1, 4 et 5. Vous voyez que en 2018, si vous le voyez en haut, la partie 1 qui était consacrée au bilan et au compte de résultat est portée sur la moitié des points de l'épreuve en entier. J'imagine peut-être que sur cette épreuve, on n'avait que 3 thèmes qui étaient abordés, 3 parties, avec une grosse partie bilan compte de résultat qui était sur 20 points et 2 autres parties que je n'ai pas forcément en tête, qui étaient sur 10 points chacune. Alors, je ne sais pas si j'ai repris le bilan ici. Oui. Donc voilà notre bilan qui va donc nous servir d'appui pour établir le compte de résultat prévisionnel, excusez-moi, le bilan fonctionnel, et on va donc regarder un petit peu ce que ça nous donne. Alors, si 2-3 personnes veulent bien se connecter sur le Jam, ça me permettrait de vous faire participer, de ne pas être le seul acteur de cette séance. Je vais vous préparer le petit tableau.
Ensuite, alors, Yvonne, Majdoline, vous voulez vous connecter, mais a priori, vous n'utilisez pas les bons. Alors, je vais vous donner fourche hydro. Voilà. Élodie, vous pouvez vous connecter. Ensuite, alors aujourd'hui, c'est hop, accepter. Ensuite, Roxane, vous voulez participer. Hop, Roxane, vous voulez. Voilà. Hop. Ensuite, Majdeline, souhaitez participer. Majdeline, voilà. Rosie souhaitait participer aussi. C'est bien que vous n'ayez pas accès directement. Yvonne, oui, Yvonne. Ah, ça ne fonctionne pas. Majdeline, c'est bloqué au jeu. On doit demander l'autorisation. Oui, oui, oui. Je vous donne l'autorisation. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. A priori, j'ai déjà donné pas mal d'autorisations. Donc, Yvonne c'est fait, Rosie c'est fait, Majdeline c'est fait, Majdeline c'est fait, Yvonne c'est fait, Lucie. Hop. Alors, c'est Lucie comment? Lucie Guillet. Lucie. Voilà. Hop. Partager. Voilà. A priori, tous ceux qui m'ont demandé l'accès, je vous l'ai donné. Elodie, Roxane, Rosie. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, je vais vous mettre à disposition un tableau et je vais vous demander à ceux qui le désirent, bien sûr, mais c'est toujours bon. Alors, Isabelle, je vous donne l'accès dans 30 secondes, Isabelle. Voilà. Alors ça, je vais le réduire légèrement. Après, on pourra l'augmenter un peu. Alors, Isabelle souhaite participer. Isabelle Pro. Voilà. Alors, je vais demander d'abord, alors, c'est Elodie. Elodie, si vous pouvez vous occuper des ressources stables. R, c'est Roxane. Si vous pouvez vous occuper, Roxane, des emplois stables. Y, c'est Yvonne. Yvonne, si vous pouvez vous occuper des ressources circulantes. Ensuite, Majdeline, si vous pouvez vous occuper des emplois circulants. Et L, c'est Lucie, si vous pouvez vous occuper de l'ensemble de la trésorerie, s'il vous plaît. Je vous laisse travailler, je vous laisse mettre les montants et les postes que vous allez prendre.
Voilà, attention de ne pas bouger le cadre. Je ne sais pas qui a bougé le cadre. Voilà, merci. Il y a un 13 000 là qui, je suppose que ça. Après un 25 000 là, tes accos, ce 25 000 qui traîne tout en bas là. 25 890 à mon avis, il est un peu en trop. Hein. Hop, voilà. Ok, ça commence à se construire petit à petit. Alors, qui devait s'occuper de la trésorerie J'avais dû, à mon avis, peut-être, je ne sais plus qui j'avais désigné. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose en trésor. Voilà, ça va bien. Ok, alors, hop, on ne touche plus à rien. Je donne quelques petites explications, quelques petits compléments. On est d'accord sur les ressources stables, donc qui doivent comprendre l'ensemble des capitaux propres. D'accord. 77 000. Alors, on pouvait soit prendre les deux, hein, 40 000 et en dessous le résultat de l'exercice. Mais on peut aussi tout à fait reprendre l'ensemble des capitaux propres ici de 77 960. Pas de problème. Ensuite, vous avez intégré les emprunts. Pas de problème. Et ensuite, je vois que vous avez bien appris votre cours. Je ne sais pas qui a... Mais vous avez donc intégré les provisions et les amortissements. C'est une solution. D'accord ? C'est une solution ici. Et d'ailleurs, c'est la solution qui est préconisée dans votre cours. Donc ici, les amortissements et les autres dépréciations ont été indiqués. Donc pour un total
ici pour les ressources stables de 182 350, je suis d'accord. Concernant les dettes maintenant, les dettes circulantes, ou les ressources circulantes qui sont composées des dettes d'exploitation qui peuvent contenir par exemple les dettes fournisseurs mais aussi les dettes sociales et fiscales, vous avez retenu la somme de 12 650, pas de problème. Concernant ici la partie des emplois circulants, on a retenu les postes des stocks et on a retenu le poste des créances clients. Pas de problème pour le montant et la totalisation de ces deux postes que l'on vient intégrer ici dans les emplois circulants. Pour un total de 40 450, je suis d'accord, pas de problème. La trésorerie, c'était le plus facile, il n'y a que des disponibilités à l'actif. Et voilà. Les disponibilités pour un montant de 13 000, on va les reprendre en totalisant. Alors, là où je suis moins d'accord, c'est concernant les emplois stables. Pourquoi? Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Si vous retenez le montant net, alors il ne faut pas mettre les dépréciations du côté des ressources. Vous allez voir qu'on va résoudre ce problème de deux façons. Il y a une façon un peu plus simple et une façon un peu plus compliquée. Ici, la personne qui a fait les ressources stables est partie sur la façon qui est donnée dans votre cours d'ailleurs, hein, qui est bonne. Okay. Mais si on place les amortissements au niveau des ressources stables, alors on doit s'appuyer sur le montant brut des immobilisations, c'est-à-dire 140 900. De toute façon, dans tous les cas, vous pouvez vérifier si vous êtes bon en totalisant vos emplois et vos ressources. Et vous devez être aussi, au niveau du total général, vous devez être équilibré. C'est-à-dire que ici, au niveau du total général, on va être à 140 plus 40 plus à 195 000, chose que l'on retrouve aussi au niveau des ressources. Alors, je m'explique sur la méthodologie et les deux méthodes que vous pouvez employer. On ne vous mettra pas faux si vous employez. Vous avez remarqué que il se peut que de temps en temps, je reviens sur le bilan qui avait été donné en année 2017, il n'y a pas de données concernant au niveau de l'actif, un brut, un amortissement et un net. Il n'y a qu'une seule donnée et quand il n'y a qu'une seule donnée, c'est toujours la valeur nette. Voilà pourquoi on est parti ici en indiquant au niveau des immobilisations la valeur nette, sans déduire au niveau, sans ajouter ici la valeur des amortissements puisqu'on ne les avait pas. Donc deux solutions, soit vous travaillez avec la valeur nette, mais alors vous n'indiquez pas le montant des amortissements et des immobilisations du côté des ressources. C'est une première solution et c'est celle qu'on emploie ici parce que de toute façon on n'avait pas d'autre possibilité. D'accord. Ou deuxième possibilité, quand vous avez les trois, vous avez le choix ici, en mettant la valeur brute ici et l'amortissement de ce côté-là. Concrètement, ça nous donne quoi? Ça veut dire qu'on a deux solutions. Une première solution qui serait basée, c'est celle que vous avez retenue ici, que je vous réindique ici, où on prend la valeur brute, mais on met les amortissements de ce côté-ci. Si vous mettez votre valeur brute, il faut alors mettre les amortissements. Donc, cette première solution, c'est
Au niveau des IMO, on prend la valeur brute. Et le total c'est même pas que au niveau des IMO, au niveau de l'actif, pardon. Concernant l'actif, on va reprendre toutes les valeurs brutes. Ça va concerner éventuellement aussi les stocks et les clients. Il peut y avoir des dépréciations au niveau des stocks et des clients. Donc, on va retenir la valeur brute. Mais alors, et en ressources, on intègre en ressources stables, on intègre des amortissements et dépréciations. Ça, c'est ce qu'on vous a indiqué dans votre cours. C'est tout à fait valable. D'accord ? C'est tout à fait valable. On a une deuxième solution. C'est celle, je vais vous la mettre à l'écran. Juste 30 secondes, le temps que je recopie. Hop. Tac, tac, tac. Et là, donc, je vais retenir que... Alors, donc, je mets juste 30 secondes. A priori, je suis bon. Je vais juste faire une petite vérification de total. Donc, la deuxième solution, la deuxième possibilité, c'est de retenir, comme vous l'aviez fait au départ, ici, la valeur nette au niveau des IMO. Donc, au niveau des IMO et de tout l'actif, hein, on prend la valeur nette. Et au niveau des ressources stables, on n'intègre pas, alors on m'excusez, c'est peut-être un peu du chinois, mais on n'intègre pas les amortissements et les dépréciations. Voilà les deux solutions. Alors moi, je trouve que la deuxième est plus simple, mais encore une fois, vous prenez la solution que vous maîtrisez le plus, mais ne soyez pas désemparés quand on ne va pas vous donner les valeurs brutes et les amortissements. Sachez qu'on peut partir aussi des valeurs nettes sans intégrer les amortissements et les autres dépréciations au niveau des ressources. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors les chiffres, les totaux ne sont pas les mêmes. D'accord, très bien, les totaux ne sont pas les mêmes. Mais les totaux, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à définir le BFR et le FR. Calculons le BFR avec l'une ou l'autre solution. D'accord? La solution 1, et évidemment la solution 2. Alors, au niveau de la solution 1, je l'ai préparé pour vous. Au niveau de la solution 1,
Voilà nos résultats. On a 182 000 € de ressources stables et 140 000 900 € d'emploi stable, ce qui nous donne donc un BFR. Donc mon BFR, il est ici. Hein. Les autres données servent au calcul. Le BFR, il est ici. Donc, ici, 41 450 pour mon BFR. Quand j'utilise la solution 1, regardons maintenant en utilisant la solution 2. Hop. On ne part pas avec les mêmes chiffres, mais finalement, au bout du compte, on arrive exactement avec les mêmes résultats. Simplement, notre méthode de calcul ici, elle a été différente. Donc, que vous employez, la finalité de tout ça, c'est que vous employez la première méthode en partant des valeurs brutes et en intégrant au niveau des ressources stables les amortissements et les provisions, vous ne modifiez rien à votre résultat final. D'accord? Alors, je vois que Lucie me disait les stocks. Pas de souci, hein, sur les stocks. Oui, on a bien intégré les stocks. Sur le boulot que vous aviez fait avant, oui, on a bien intégré les stocks. Pas de problème pour leur bonne valeur. Est-ce que c'est compris pour la problématique de ces deux solutions qui peuvent vous poser peut-être problème? Vous dites, parce que vous aimez bien avoir une solution. Ici, il y a deux possibilités, deux façons différentes d'aborder la problématique. Il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Hein. Alors, d'un point de vue pour retenir la première solution, hein, puisque clairement, c'est celle qui est dans votre cours. On va plutôt privilégier cette solution-là, mais la deuxième solution, elle est tout aussi valable, dans le sens où de temps en temps, on peut ne pas vous donner les valeurs brutes et les amortissements. On peut ne vous donner que les valeurs nettes. Là, il est impossible de deviner les valeurs brutes et les valeurs d'amortissement, donc vous travaillez avec les valeurs nettes. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ok. Alors, voyons les autres questions, parce que je pense qu'on a été directement sur notre justifié par le calcul les valeurs d'immobilisation et leur signification. Alors, hop, hop, on va reprendre tout ça, comme ça. Alors, que signifie la partie ici amortissement, dépréciation? Comment vous, dans votre langage, avec vos mots à vous, comment vous définiriez ce qu'est l'amortissement et la dépréciation? Vous pouvez me l'écrire hein, si vous voulez, si vous ne voulez pas parler, si vous n'avez pas de micro, si vous avez une extinction de voix. Alors, personne ne saurait me définir ce qu'est un amortissement ou une dépréciation. J'y crois pas, là. Donc, l'amortissement ou la dépréciation, le terme dépréciation, la perte de valeur à cause de l'usure, oui, effectivement, Roxane, on pourrait le définir comme ça, je pense que ça serait compris. Donc, la dépréciation ou l'amortissement, c'est la perte de valeur. Si vous pouvez rajouter économique, parce que finalement, une voiture, comptablement, imaginons qu'une voiture à l'achat, donc en valeur brute, coûte 10 000 €. A coûté à l'entreprise 10 000 € hors taxe. L'entreprise décide
d'amortir l'entreprise décide d'amortir ce bien sur 5 ans. Donc, on va avoir une perte de valeur de 2 000 € par an. Je ne vais pas refaire le plan d'amortissement, mais il serait relativement simple. La première année, on aurait une valeur brute de 10 000, une perte de valeur, donc une dépréciation ou un amortissement de 2 000 pour une valeur nette de 8 000. La deuxième année, 10 000, 4 000 et puis 6 000. Et ainsi de suite pendant 5 ans. Mais tout ça, ça n'est que théorique. Comment pouvoir déterminer si réellement le véhicule a réellement perdu que 2 000 €? Imaginez que le véhicule, je l'ai super soigné, que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec, que j'ai fait super attention, qu'il n'y a aucune griffe, rien du tout, qu'il a dormi au garage, etc. On pourrait se dire que le véhicule, il n'a pas forcément perdu 2 000 € sur une année. Et qu'au bout de 5 ans, peut-être qu'il n'a pas perdu. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous rajoutez en plus, quand vous dites, Roxane, perte de valeur économique, ça prouve que c'est un petit peu théorique finalement. D'accord? Et non pas la réalité, c'est la perte de valeur économique de votre bien à cause du temps. Ou la perte de valeur comptable. Ce serait tout aussi bien. Alors, Majdoline vous me dit, amortir, c'est lorsque l'on gagne ou que l'on récupère, entre guillemets, suite à l'investissement. Oui, on dit aussi que c'est l'avantage économique que procure le bien pendant une année. Alors, ça peut être considéré comme ça et ça serait aussi une bonne interprétation, comme l'avantage économique que procure le bien. Il m'a procuré un avantage de 2 000 € que j'ai dû donc payer, d'accord, à travers, que j'ai dû donc comptabiliser à travers cet amortissement. Donc voilà comment il faut répondre à cette question. Voilà les pistes que vous pouvez. Vous pouvez aussi vous servir de la valeur brute en disant qu'effectivement, un petit peu comme soit ce que disait Majdoline ou soit ce que disait Roxane, on part d'une valeur brute qui est la valeur d'achat. Il y a une dépréciation qui est constatée, qui est une dépréciation économique qui peut s'entendre aussi par l'avantage économique qu'a procuré l'immobilisation. Et qu'enfin, la valeur nette, c'est la valeur comptable du bien dans nos comptes au jour de la clôture du bilan. C'est-à-dire que c'est la valeur brute moins l'usure comptable, l'avantage économique qu'a procuré le bien. Voilà comment on pouvait aborder cette question et c'est vraiment une notion qu'il faut comprendre. Il y avait dans un autre sujet une autre question qui avait été posée. On parlait d'une immobilisation, d'accord, et d'une immobilisation qui avait été financée avec un emprunt. Et dans le tableau d'amortissement de l'emprunt, alors ça, vous le verrez l'année prochaine quand vous ferez les calculs financiers, dans le tableau d'amortissement de l'emprunt, il y a aussi la notion d'amortissement, qui n'est pas du tout la même, bien sûr, que la notion d'amortissement. Et on demandait aux étudiants de dire, est-ce que c'est la même chose finalement? Expliquez le mot amortissement dans le bilan et expliquez le mot amortissement dans le plan de remboursement de l'emprunt. Alors, vous aurez beaucoup plus d'armes pour répondre à cette question l'année prochaine quand vous aurez fait toute la problématique des calculs financiers avec les calculs relatifs aux emprunts, aux calculs d'intérêt et d'amortissement des emprunts. Alors, regardons les autres questions. Alors, déterminer le montant dû par les clients, bon, pas très compliqué, hein, on ne va pas passer 2 heures sur cette question. On avait déjà traité ce type de question dans l'exercice précédent. Ici, le montant des créances clients sont de 14 560 €. Donc, c'est bien le montant qui apparaît à l'actif circulant du bilan, le montant que mes clients doivent me régler. Pardon. Établir le bilan fonctionnel, en déterminer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Chose que l'on a fait, commenter la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation? Voilà, alors, si vous voulez bien, de toute façon, comme... non, je vais plutôt faire ça. Voilà, faire ça. Okay. Et regardez au niveau des commentaires ce que l'on peut dire.
Alors, comment vous devez commenter la situation? D'abord, puisque donc les chiffres ici qui nous intéressent sont ceux-là. Ce sont ceux du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Vous allez dire pratiquement que des évidences, d'accord, mais qui vont montrer que vous savez les influences des trois données. D'abord, vous allez dire que le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement. Il est supérieur au besoin en fonds de roulement. Donc, hop, vous allez dire le fonds de roulement net global est supérieur, parce que c'est important, il faut qu'il soit supérieur aux besoins. Ce qui veut dire que ici, les besoins liés au cycle d'exploitation sont couverts. Le BFR, ce sont les besoins de financement du cycle d'exploitation. Mon mode de fonctionnement, mon mode de fonctionnement nécessite du financement. Ce financement, je le trouve à l'interne, je le trouve dans les ressources stables de mon entreprise quand j'ai déterminé le fonds de roulement net global. La conclusion ici, ce qui est confirmé par la trésorerie positive. Ainsi, la trésorerie positive traduit une bonne gestion des flux. Voilà 3 phrases types que vous pouvez lire quand on est dans une situation où le fonds de roulement positive, ainsi la trésorerie traduit une bonne gestion. Voilà 3 phrases types que vous pouvez apprendre, parce que je sais bien que c'est des notions qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Donc 3 phrases types que vous pouvez apprendre et que vous pouvez sortir, quelle que soit la situation. Si on est dans une situation où on a un fonds de roulement qui est supérieur aux besoins, et donc obligatoirement, vous aurez toujours une trésorerie positive. Parce que je vous rappelle que vous pouvez contrôler votre trésorerie. Vous pouvez contrôler ici vos calculs sont bons en faisant le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, ça doit être égal à votre trésorerie. Si on fait 41 450 moins 27 800, on retrouve nos 13 650. Donc voilà 3 données. Et bien sûr, au contraire, si on avait un fonds de roulement qui n'était pas supérieur aux besoins, c'est-à-dire que les ressources stables ne suffisent pas à financer le cycle d'exploitation, obligatoirement, il y a une trésorerie négative. Et là, effectivement, c'est là où on aurait des solutions à proposer, telles que le recours à une recapitalisation, par exemple, pour augmenter les capitaux propres. Il faudrait faire baisser le besoin en fonds de roulement en allongeant la durée de paiement fournisseur, en réduisant la durée de paiement client, etc., etc. Tous les points sur lesquels vous pouvez agir pour réduire ce besoin et augmenter le fonds si on était dans une situation inverse. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions? Alors, sûr, c'est bon pour tout le monde. C'est le moment, même les questions les plus bêtes, même s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il ne faut absolument pas hésiter, même s'il y a un calcul qui est basique, mais que vous n'avez pas compris. On est là dans des révisions, donc c'est le moment de demander. Alors, si c'est clair pour tout le monde, s'il n'y a pas de questions, je vous propose un dernier exercice. Alors, dans le TD, il y avait bien sûr
les deux sujets qui ont été présentés en 2017 et en 2018. Je vais vous proposer un dernier sujet. D'accord. Après, je pense qu'on aura fait le tour de ces notions. On pourra passer à autre chose. Un dernier sujet qui concerne les mêmes données, hein, les mêmes choses, et que l'on va traiter ensemble. J'avais encore un autre sujet qui est un petit peu plus compliqué, qui sera dans le corrigé, d'accord, avec la correction, le corrigé de l'ANAL 2017-2018 et de deux autres applications, une que l'on va faire ici et une autre que l'on ne va pas faire, mais que vous aurez peut-être l'occasion de faire tout seul. Et puis, vous pourrez vous référer à la correction que j'ai indiquée. Alors, hop, on y va. Pour ça, il est un peu plus conséquent. Alors, je l'ai choisi ce sujet, pourquoi? Parce que on a une notion ici, qui est donnée, qui a un petit renvoi au niveau du A, qui a un petit renvoi au niveau du A. Ici, on nous dit qu'au niveau des emprunts et des dettes assimilées, où on a 35 844, on a 6 130 de concours bancaires courants. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Je crois qu'on en a parlé, mais est-ce que c'est resté en mémoire ou non? Personne sur ça, sur cette notion-là? Facilité de caisse, ouais, alors c'est ça, hein, Alexandra. Vous avez raison. C'est une facilité de caisse. Traduisez ça en termes plus clairs. En fait, c'est comme le droit à découvert, c'est ce que la banque peut nous prêter, en fait. Alors, c'est même pas peut nous prêter, c'est ce qu'elle nous a prêté. C'est le découvert. D'accord? Ici, l'entreprise a 6 130 € des découverts. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne comprends pas de l'autre côté. Au niveau des disponibilités, c'est j'ai 5 130. Une entreprise peut très bien avoir plusieurs comptes en banque. Elle peut très bien avoir 2, 3, voire 4 comptes en banque. Et sur un compte en banque, être à découvert, et sur l'autre compte en banque, être positif. C'est tout à fait faisable et ça se fait même assez couramment. Donc ici, notre entreprise, elle a un compte en banque qui est positif à hauteur de 5 130 € et elle a un compte en banque qui est négatif, qui est à découvert. C'est ça ce que signifie ici notre concours bancaire courant. Ici, c'est le découvert car l'entreprise donc, ce découvert, il va falloir le retraduire, nous, dans notre bilan fonctionnel, et on va le retraduire dans la partie trésorerie passive. C'est-à-dire qu'on a une partie trésorerie active, on a une partie trésorerie passive, on va le retrouver dans la partie trésorerie passive. Alors, qu'est-ce qu'on a comme particularité encore sur ce bilan? Alors, on voit qu'il est détaillé, on voit notamment qu'on a le détail des immobilisations, avec une partie brute, une partie amortissement, une partie nette. On voit aussi, et ça on n'a pas l'habitude de le voir dans les bilans que l'on a vus précédemment, qu'on a des dépréciations qui sont constatées sur les stocks et qui sont constatées sur les créances clients. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, d'accord? Mais à mon avis, si vous avez un bilan comme ça, c'est vraiment le plus dur que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément des notions qu'on a l'habitude de retrouver. Alors, l'amortissement ici au niveau des immobilisations, pas de souci, vous savez ce que c'est. D'accord. Mais est-ce que vous savez ce que sont les provisions, puisqu'on ne parle pas d'amortissement, ou les dépréciations que l'on peut constater au niveau des stocks ou au niveau des créances clients? Est-ce que quelqu'un a une idée?
Ayez toujours en tête que la dépréciation ou l'amortissement, comme l'a dit tout à l'heure, je retrouve qui m'a dit ça, Roxane, elle dit c'est une perte de valeur. Ben ici, ça va être ça. D'accord. Ça va être une perte de valeur. Alors, une perte de valeur sur les stocks ou une perte de valeur sur la créance client. Comment on peut expliquer ça? Tout simplement parce que je peux très bien avoir un stock qui a perdu de sa valeur parce qu'il devient vieux, parce qu'il devient obsolète ou parce que je n'ai plus toutes les garanties attachées à ce stock. Je vous donne un exemple. Parmi mes clients, j'ai une opticienne. Cette opticienne, au moment où elle s'est installée, de façon à pouvoir bénéficier de tarifs à l'achat des montures de lunettes, de tarifs intéressants, elle a pris un gros stock auprès d'un fournisseur. Pourquoi pas? C'est pas trop un souci. Elle avait la trésorerie nécessaire, donc elle a pris un gros stock. Malheureusement, le stock n'est pas parti forcément tout de suite. Et voilà, au bout de 2-3 ans, le stock était toujours présent, pas dans sa globalité, mais en tout cas partiellement. Et le fournisseur a déposé le bilan. Et donc, les montures de lunettes, il n'y avait plus de garantie, puisque le fournisseur n'existait plus, il n'y avait plus de possibilité de garantie. On ne peut pas imaginer que la valeur du stock est la même, alors que voilà, les montures de lunettes, dans mon cas, n'avaient plus de garantie. Donc, elles ne pouvaient plus faire assurer le service après-vente par le fournisseur. Par conséquent, le stock perd de sa valeur potentielle. Voilà pourquoi on peut constater une dépréciation d'un stock. Ça pourrait être aussi, j'ai acheté un stock de vêtements, d'accord. Et puis, malheureusement, au bout de 2-3 ans, les jeans que je pensais vendre, je ne les ai pas tous vendus. En valeur, ce stock au départ, voilà, la mode est passée, on n'est plus dans ces jeans de cette couleur-là, mais plutôt dans d'autres. On peut tout à fait imaginer que économiquement, même si ça reste un jean, il perd de sa valeur. Voilà pourquoi on constaterait une dépréciation au niveau des stocks. Pourquoi on pourrait constater aussi une dépréciation au niveau des créances clients? Tout simplement parce qu'il pourrait y avoir un doute quant à la réalité du règlement de mon client. Je m'explique. Dans cette entreprise, il y a peut-être un client à qui j'ai adressé une facture de 650 €, hors taxe, et qui n'est pas content. Donc, au départ, quand je délivre ma facture, quand je fais mon bilan, que je dis, voilà, j'ai un client qui me doit, entre autres, 650 € plus d'autres clients qui me doivent 32 000, au total 32 692 €. Quand je marque ce chiffre-là dans la colonne brute, ça veut dire que tout le monde est censé me payer. Il n'y a aucun doute, à ma connaissance, pour que l'ensemble de mes clients me payent. Je reviens sur les bilans que l'on a vus tout à l'heure. Ici, il n'y a aucun doute à la connaissance du chef d'entreprise pour que les 14 560 € ne soient pas payés dans le mois ou les 2 mois qui suivent l'établissement du bilan. Alors, si la ligne ne possède pas de, ça veut dire que pour lui, tout le monde va payer sans aucun souci. Maintenant, il se peut que dans l'intervalle où j'ai établi ma facture et le moment où je fais mon bilan, il se peut qu'il y ait un problème qui se passe. Soit parce que je me rends compte que le client est un mauvais payeur, on les appelle les clients douteux, soit parce que mon client est en réelle difficulté, lui-même il est face à une procédure de redressement par exemple, ou soit parce qu'il y a un litige quant à la facture et à la prestation ou au produit qui a été livré. Tout le monde, vous avez déjà commandé un produit, le produit il arrive, il est cassé. Si jamais vous n'aviez pas encore payé la facture, vous n'allez pas payer votre facture tout de suite. D'accord. Alors, même si pour les particuliers, c'est un peu différent, mais en tout cas, dans les entreprises, il y a toujours du délai qui est laissé. Et souvent, ça permet aussi, si on n'est pas content de la réalisation de la prestation ou si il y a un problème avec la marchandise qui a été livrée, de pouvoir ne pas payer la facture éventuellement et de réclamer auprès du fournisseur soit un avoir ou soit une remise.
Donc voilà, c'est ce que constate ces 650 euros. Ça veut dire que là, l'entreprise a un doute, on ne sait pas lequel, hein, a un doute quant à la réalité du paiement sur les 650 euros que le client doit. Il se peut que le client ne paye pas, soit parce qu'il n'est pas content de la prestation, ou soit parce qu'il est en difficulté financière. Donc voilà pourquoi on retrouverait ici des montants pour les stocks ou pour les créances clients. Donc sur la base des calculs que l'on avait fait tout à l'heure, on va pouvoir établir, alors je ne vais pas vous le faire faire, mais on va pouvoir établir le bilan fonctionnel. Donc on est bien d'accord que on va utiliser des couleurs. On va reprendre les capitaux propres et les dettes, sauf le concours bancaire courant. Donc ici, mes 35 984, il faudra déduire le concours bancaire courant, parce que le concours bancaire courant, lui, passera dans la trésorerie négative. Donc on partira plus sur une somme de 29 714, qui, en fait, c'est les 35 844 moins les 6 130. Ça sera pour la partie des ressources, avec en plus l'ensemble de nos dépréciations ici. Si on travaille comme l'option 1 tout à l'heure. Ensuite, on va prendre du vert, hop, on va travailler sur la valeur nette des IMO. Ça va nous permettre d'établir les emplois stables. Ensuite, si on prend du jaune, on va pouvoir travailler sur mes créances clients, mais cette fois-ci toujours en brut. Hein, et mes stocks. Alors, ici, ce n'est pas la bonne couleur, on va se mettre en vert, on a dit. Voilà. Enfin, de l'autre côté, on va pouvoir travailler ici, on va séparer nos créances fiscales et tout le reste. Je vais le laisser aussi en vert parce que sinon je n'aurai pas assez de couleurs. Et au niveau de la trésorerie, on va mettre du noir pour la trésorerie. On va pouvoir attaquer ici sur cette valeur-là et ne pas oublier notre coco. Alors, au finish, ça va nous donner quoi? Donc, pas de souci au niveau des capitaux propres. On avait tout à l'heure, je ne peux pas afficher les deux en même temps parce que ce serait trop petit, mais on avait bien exactement cette somme. Alors, j'évite de faire trop d'aller-retour. Hein. On avait bien au niveau des capitaux propres nos 43 931. Pas de problème. Au niveau des amortissements et des dépréciations, on a bien pris le total, 6 192. Donc, je prends tous les amortissements et toutes les dépréciations, 6 192. Pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des emprunts, ici, il ne faut pas oublier que les emprunts, c'est bien le total des emprunts, c'est-à-dire 35 844 moins le concours bancaire courant, puisque lui, il va dans une autre partie. On va le retrouver notamment ici, dans la trésorerie passive. Ce qui va nous donner donc un total de 79 000. Au niveau des emplois, au niveau des immobilisations, on a bien retenu le montant brut. Ici, on a bien pris la valeur brute des immobilisations. Comme pour la partie de l'actif circulant, on regarde la valeur brute, puisque je vous rappelle qu'on a inclus ici les dépréciations et les amortissements au niveau des ressources stables. Donc, on est obligé de partir sur du brut. Si on avait voulu partir sur du net, on aurait effacé cette ligne-là. Et ensuite, on a bien repris la trésorerie active et la trésorerie passive. Ici, ça, c'est notre CBC, notre concours bancaire courant.
pour la partie ici de la trésorerie passive. Voilà, donc ça vous a permis de vous confronter à quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, hein, puisqu'il y a des petites notions qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, notamment ce concours bancaire courant ou encore ces dépréciations au niveau des comptes de l'actif. Mais voilà, bon, alors, je doute que vous ayez un exercice aussi compliqué avec autant de choses, mais au moins, même si vous êtes confronté à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, ça ne vous sera pas étranger. Et j'espère que vous vous souvenez, oui, le tableau fait peur quand même. Ouais, c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de lignes, et au niveau de tout ça, on a pris juste le total. Hein. Au niveau de tout ça, on a pris juste le total. D'accord, les chiffres importants, le chiffre important, il est là, un autre ici, un ici, un ici. Et l'affaire a été réglée. Hein. Voilà, au moins, ça vous a permis ici de vous confronter voilà, avec un autre type de bilan. Je suis pas forcément sûr qu'on vous demande des choses aussi compliquées, mais voilà, au moins, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit, et ça ne vous sera pas inconnu. Voilà, ça termine notre chapitre de révision sur le bilan et le bilan fonctionnel et les ratios de fonds de roulement net global, de besoins en fonds de roulement et de trésorerie, ainsi que leur interprétation. J'espère que après avoir vu le chapitre, avoir revu le chapitre, il n'y a plus de soucis pour vous avec ça. Je vous mets dans la séance d'aujourd'hui et la vidéo et le corriger via le petit fichier Excel hein, pour 4 exercices. N'hésitez pas à refaire les exercices, surtout les 2 premiers. Les 2 autres sont un peu plus compliqués. Bon, si vous arrivez à les faire, bah, c'est super. Mais n'hésitez pas à les refaire. Ça peut que vous aider dans votre processus de révision. Y a-t-il des questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on aura bien accès au Jam aussi. Normalement, vous y avez accès tout le temps au Jam. Normalement, vous y avez accès tout le temps. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'avant, j'arrivais à en faire des PDF. Mais je vais réessayer. Mais là, je n'arrive plus à en faire des PDF. Ils ne se téléchargent pas, je ne sais pas pourquoi. Ça me permettait de vous les remettre. Mais a priori, bien sûr, oui, si vous y avez accès aujourd'hui, vous y avez accès demain. Moi, je ne touche pas aux accès. Ce que je vous demande, c'est de ne pas les modifier. Si vous voulez faire des copier-coller, n'hésitez pas, mais de ne pas les modifier parce que sinon, bah, ça ne sert plus à rien. Et puis surtout, si vous les modifiez et que vous mettez des erreurs, après, ça peut embêter un petit peu vos camarades. Voilà, alors Alexandra, je vais vous donner l'accès, Alexandra. Mais dans tous les cas, sur le fichier Excel que je mets dans votre cours, c'est exactement la même chose. Hein. D'accord. Ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va terminer là. Et puis, je vous dis bonne soirée. Et puis, on se voit demain. Allez, ciao à tous. Bonne soirée.